La tension entre le Japon et la Chine est forte. C'est leur plus grave tension depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le problème a commencé le 7 novembre 2025. Devant le Parlement, on a demandé au nouveau Premier ministre du Japon, Sanae Takayuchi, quand le Japon utiliserait la défense collective, la loi qui leur permet d'aider un allié en cas de guerre. Avant que Takayuchi ne réponde, il est important de se rappeler que la constitution japonaise a été rédigée après la Seconde Guerre mondiale et qu'elle stipule que le pays ne veut plus de guerre. Leur armée n'est plus appelée une armée. On les appelle les forces d'autodéfense ou SDF, uniquement pour la défense si jamais ils sont attaqués en premier. Mais en 2015, Shinzo Abe a modifié la loi sur la sécurité. Le Japon a alors été autorisé à aider ses alliés si un conflit mettait en danger la survie du Japon. C'est pourquoi le 7 novembre 2025, Sanae Takayuchi a déclaré que si la Chine imposait un blocus ou envahissait Taïwan, cela pourrait constituer une situation menaçant la survie du Japon. Et nous pourrions alors utiliser la défense collective. La Chine a été surprise et en colère. Le lendemain, le 8 novembre 2025, le consul général chinois à Osaka a publié une menace sur X. Si tu t'impliques dans une guerre qui n'est pas la tienne, tu risques d'y perdre la tête. La publication supprimée, la colère de Pékin a persisté. En réaction, ils ont survolé l'île de Yonaguni avec un drone, poussant le Japon à envoyer des avions de chasse. La Chine a également envoyé 4 navires des gardes-côtes dans les eaux des îles Senkaku, des îles contrôlées par le Japon mais revendiquées aussi par la Chine. Pour le Japon, Taïwan est crucial car proche de ses routes commerciales et énergétiques. Un blocus perturberait pétrole, marchandises et transport maritime japonais. Ainsi, du point de vue de Tokyo, ils ne peuvent rester silencieux en cas de crise à Taïwan. Il n'y a pas encore de guerre totale, mais le message est clair. Le Japon adopte une nouvelle position et la Chine a lancé un nouvel avertissement. Ceci pourrait marquer le début d'une confrontation plus vaste en Asie-Pacifique. Pékin a également publié des avis déconseillant aux étudiants chinois d'étudier au Japon et demandant aux touristes de ne pas s'y rendre. Selon les estimations du gouvernement japonais, cela pourrait entraîner plus de 14 milliards de dollars de pertes économiques pour leur pays. Ce n'est pas tout, la Chine a interdit l'importation de tous les produits de la mer en provenance du Japon et pousse également à fermer ou à bloquer en Chine les entreprises japonaises, l'anime, la musique et d'autres contenus culturels. L'exemple le plus viral de cela s'est produit le 29 novembre 2025. Maki Matsuzuki, une chanteuse japonaise qui interprétait le générique de l'anime One Piece à Shanghai, a été retirée de la scène par l'opéra chinois. La raison en est que l'interdiction du contenu culturel japonais en Chine a été renforcée, et elle a été directement affectée lors du concert même. Ceci est basé sur l'action officielle des autorités chinoises lors de l'événement sur scène à Shanghai. Pendant que tout cela se passait, la première ministre Sanae Takaichi n'a pas reculé. Elle n'a pas présenté d'excuses et n'a pas modifié sa déclaration concernant le scénario de Taïwan. Et en même temps que l'échange de mots, le Japon a même renforcé son financement militaire. C'est à cause de l'invasion de la Russie en Ukraine en 2022 et de la montée des tensions de la Chine concernant la sécurité de Taïwan. Le Japon a annoncé en 2022 qu'il allait doubler son budget militaire annuel, passant de 1% du PIB à 2% du PIB, et ce, d'ici 2027 au plus tard. Mais lorsque Sanae Takaichi est devenue Premier ministre à la fin de 2025, elle a déclaré qu'ils accéléreraient encore ce processus d'une année. Donc l'objectif de 2% du PIB pour la défense est désormais fixé à 2026 au lieu de 2027. Le Japon estime que l'année prochaine, le budget de la défense sera d'environ 82 milliards de dollars par an, soit au même niveau que celui du Royaume-Uni. Le Japon pourrait désormais figurer parmi les 5 plus grands dépensiers militaires mondiaux, un changement majeur pour ce pays longtemps pacifiste. Mais pour la Chine, cela ravive une douleur dans leur mémoire historique, car ils ont souffert pendant des décennies à cause du Japon au début des années 1900, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, le Japon avait autrefois une installation secrète appelée Unité 731, base de recherche top secrète de l'armée impériale japonaise en Mandchourie durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passait à l'Unité 731 n'était pas une simple recherche normale. Ils ont fabriqué des armes chimiques et biologiques et ont utilisé de vraies personnes pour leurs expériences. La plupart étaient des civils chinois enlevés. Qu'est-il arrivé aux victimes ? Ils étaient maltraités, exposés à des maladies mortelles, testés avec des produits chimiques, explosifs et armes. On leur amputait les membres alors qu'ils étaient encore vivants.
On ouvrait leur corps pour les étudier. Sans anesthésie, on leur prélevait les organes. On testait les effets du froid extrême et de l'hypothermie. On observait l'effet de la basse pression sur le corps en utilisant des chambres hypobares. Tout cela fut fait alors que la personne vivait encore, sans soins ni intervention. Estimation des morts dans l'installation. 14 000 humains selon les archives historiques des opérations de l'unité 731. Et le plus terrible, c'est qu'aucune personne connue n'était jamais sortie vivante de l'unité 731, mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Les armes biologiques qu'ils ont créées ont été utilisées par l'armée japonaise dans des villages chinois. Ils les mélangeaient à l'approvisionnement en eau et aux terres agricoles, ce qui a causé la mort de plus de 200 000 civils supplémentaires en Chine. À cause de ce qui s'est passé, la Chine éprouve une profonde rancœur envers le Japon, surtout maintenant que le financement militaire du Japon augmente à nouveau. Quant au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, lors de la défaite militaire du Japon, ils ont rendu tous les territoires qu'ils avaient conquis, y compris Taïwan. On a également mis en place la constitution pacifiste, ce qui a supprimé leur droit de déclarer la guerre. En 1950, les États-Unis et le Japon ont conclu un traité de sécurité. L'accord à l'époque était que les États-Unis protégeraient le Japon en cas d'attaque. En échange, le Japon a permis à l'armée américaine d'établir des bases dans leur pays. Grâce à cela, le Japon s'est concentré sur l'économie, pas sur la guerre. Ils ont externalisé leur défense aux États-Unis, ce qui leur a permis de se redresser plus rapidement. Bien que le Japon soit devenu pacifiste, ses relations avec la Chine restaient inentendues. Il leur a fallu du temps avant de reconnaître la République populaire de Chine. Ce n'est qu'en 1972 qu'ils ont normalisé leurs relations. En 1954, les forces japonaises d'autodéfense ont été créées. Mais leur budget et leur taille étaient très limités car ils comptaient sur la protection des États-Unis. Et à la fin des années 1970, ils ont imposé une limite non officielle au budget militaire à seulement 1% du PIB par an. Ceci est conforme aux politiques budgétaires de défense du Japon de 1978 jusqu'au début des années 2000. Après la guerre froide et la chute de l'Union soviétique, le Japon est devenu plus confiant, toujours protégé par les États-Unis. C'est Tseonachan face aux États-Unis. En ce qui concerne la défense, c'est pourquoi à l'époque, il n'y avait pas de grand plan pour renforcer leur armée. Mais en 2010, la situation sécuritaire en Asie de l'Est a soudainement changé. Des menaces sérieuses sont apparues, les unes après les autres autour du Japon. La menace la plus proche pour eux, c'est la Corée du Nord. Ils ont testé leur première bombe nucléaire réussie en 2006. Et après cela, ils ont effectué 6 autres essais nucléaires. Leur test le plus récent a atteint 160 kilotonnes et était 10 fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la Corée du Nord possède environ 50 armes nucléaires actives en janvier 2025 et il dispose encore de suffisamment de matière pour fabriquer 40 autres armes nucléaires dans les années à venir. Outre les armes nucléaires, la Corée du Nord dispose d'environ 1000 missiles balistiques dont des centaines peuvent atteindre le Japon sans ogive nucléaire. Ils ont également effectué un test de missile qui a survolé directement l'espace aérien japonais. Cela a commencé en août 2017 et s'est répété en septembre 2017, octobre 2022 et janvier 2025. C'est pourquoi ils ne sont plus confiants. Le Japon est devenu encore plus incertain parce que la Corée du Nord se rapproche de la Russie depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Corée du Nord a fourni à la Russie des millions d'obus d'artillerie. Et ils ont également envoyé des milliers de soldats pour aider la Russie lors de l'offensive de Koursk en 2024. Des informations indiquent aussi que des troupes nord-coréennes sont actives dans la région de Zaporijia occupée par la Russie en novembre 2025. Ils ne sont plus seulement une menace nucléaire, mais ont acquis une expérience militaire. La Corée du Nord et la Russie ont aussi renouvelé leur alliance de défense mutuelle. Et en échange de leur soutien dans la guerre en Ukraine, la Russie fournit à la Corée du Nord des technologies pro-militaires avancées. À cause de cela, l'armée nord-coréenne est maintenant plus capable et plus dangereuse qu'auparavant. En même temps, la Chine est aussi devenue beaucoup plus puissante. Entre 2013 et 2022, les dépenses militaires de la Chine ont augmenté de plus de 63%, tandis que celles des États-Unis n'ont augmenté que de 2,7% pendant la même période. Selon les données mondiales sur les dépenses militaires de 2024, celles des États-Unis s'élèvent à 997 milliards de dollars par an. Et la Chine, c'est 2,7. Mais il y a une grande différence. La Chine concentre ses forces militaires uniquement au niveau régional, en Asie de l'Est.
C'est pourquoi leurs forces y sont plus concentrées près du Japon et de Taïwan. En raison de la montée en puissance de la Chine, leur différend territorial avec le Japon a été ravivé, surtout concernant les îles Senkaku, des îles contrôlées par le Japon mais revendiquées par la Chine, qui les appelle les îles d'Aoyu. Leur affrontement le plus intense ici a eu lieu de 2010 à 2012 et les tensions se sont récemment répétées dans ces eaux avec l'utilisation de drones et de navires des gardes-côtes chinois. En 2012, le gouvernement japonais a acheté les 3 îles disputées à un propriétaire privé. La Chine s'est fâchée. Il y a eu de grandes manifestations en Chine parce qu'ils pensaient que le Japon revendiquait les îles. C'est aussi là que la Chine a commencé à utiliser le commerce comme une arme. Ils ont temporairement arrêté les exportations. C'est la première fois que la Chine a utilisé le commerce pour faire pression sur le Japon à cause d'un différend diplomatique. Ensuite, la Chine a revendiqué une zone économique exclusive maritime plus large en mer de Chine orientale. La revendication est entrée dans la zone de la zee japonaise, ce qui a entraîné un conflit maritime permanent entre eux. En 2013, la Chine a encore étendu sa zone d'identification de défense aérienne en mer de Chine orientale. Cette zone inclut les îles Senkaku. Cela chevauche la zone d'identification de défense aérienne du Japon, ce qui a accru la tension dans l'espace aérien. Selon l'évaluation du Pentagone en 2024, le département de la Défense des États-Unis a déclaré que la Chine possède 400 missiles balistiques intercontinentaux, 500 missiles balistiques à portée intermédiaire, 1300 missiles balistiques à moyenne portée, 900 missiles balistiques à courte portée et 400 missiles de croisière lancés depuis le sol. La Chine possède des centaines de missiles, ce qui rend les îles japonaises vulnérables en cas de conflit. Ils l'ont démontré en 2022, lorsque Nancy Pelosi a rendu visite à Taïwan. La Chine a lancé des exercices militaires autour de Taïwan et a tiré des missiles balistiques qui sont tombés directement dans la zee maritime du Japon, près de l'île de Yonaguni. Ceci prouve que la Chine peut frapper le territoire ou les navires de guerre japonais si elle le veut. Tous deux savent que Taïwan est clé pour la sécurité et la stratégie du Japon. Si la Chine prend le contrôle de Taïwan, ce sera un gros problème pour le Japon car cela brisera la première chaîne d'îles, la ligne d'îles alliées qui entoure la côte chinoise. La marine chinoise pourra sortir plus librement vers le Pacifique. Ils pourront exercer plus facilement une pression sur le Japon dans les zones disputées. C'est aussi une menace pour le Japon, très dépendant du commerce maritime. Pour les importations d'énergie du Japon, environ 90% de leur pétrole et de leur gaz naturel liquéfié passent par la mer. Près de Taïwan, ils ont une réserve de pétrole suffisante pour 232 jours, mais leur réserve de gaz naturel liquéfié ne suffit que pour 19 jours. Si les routes maritimes sont bloquées par un conflit à Taïwan, l'approvisionnement énergétique du Japon sera vite impacté. Si une guerre ou un blocus éclate à Taïwan et que cela dure plus de 40 jours, les routes commerciales maritimes du Japon pourraient être coupées. Si cela arrive, le Japon aura du mal à obtenir des importations d'énergie comme le pétrole et le GNL. Ces routes longent Taïwan. Si les navires sont détournés, le trajet sera plus long, coûteux et retardera l'arrivée au Japon. Si l'approvisionnement est interrompu pendant 40 jours, l'économie japonaise pourrait être paralysée à cause du manque d'énergie nécessaire au fonctionnement du pays. C'est pourquoi le Japon souhaite garder les mers de l'Indo-Pacifique ouvertes et libres pour que rien n'entrave son commerce ni son approvisionnement énergétique. Un autre problème, c'est que le Japon est très proche de Taïwan. L'île de Yonaguni, la plus au sud-ouest du Japon, n'est qu'à 110 km de Taïwan. C'est pourquoi cet emplacement est important dans la stratégie militaire des États-Unis et de la Chine en cas de conflit. Si les États-Unis participent à la défense de Taïwan, même si le Japon ne s'implique pas officiellement, il est possible que la Chine bombarde les bases américaines à Okinawa avec des missiles. À Okinawa, environ 30 000 soldats américains sont stationnés en permanence. C'est pourquoi la Chine en fait une cible. Si la situation à Taïwan s'envenime, le Japon craint aussi que la Chine prenne ses îles du sud-ouest, comme la zone entre Yonaguni et la chaîne de Kyushu, afin que la Chine sécurise le flanc nord de Taïwan et empêche les renforts américains. Autre inquiétude majeure, si le détroit de Taïwan s'enflamme, la Corée du Nord pourrait accroître la tension dans la péninsule coréenne. Il est possible que la Chine pousse la Corée du Nord à faire monter l'escalade pour détourner les ressources américaines ailleurs. Et même sans qu'on leur donne d'ordre, la Corée du Nord pourrait aussi faire monter la tension de son propre chef, puisque les États-Unis sont occupés à Taïwan.
Cela implique un risque de guerre sur 2 fronts en Asie de l'Est, à Taïwan et dans la péninsule coréenne, presque simultanément. Dans ce cas, le Japon et les États-Unis seront obligés de garder des ressources en réserve. Ils ne pourront pas tout consacrer uniquement contre la Chine. Enfin, le Japon hésite à compter sur le soutien américain car le ton des engagements des États-Unis a évolué. Sous l'administration Trump, ils s'inquiétaient que l'assurance des États-Unis d'aider leurs alliés ne soit plus aussi solide qu'avant. Donald Trump a dit que si un pays de l'OTAN était attaqué en Europe, il n'était pas sûr d'envoyer des troupes américaines s'il pensait qu'ils ne payeraient pas assez pour la défense. Il a également critiqué le traité de sécurité États-Unis-Japon qui existe depuis 1950. En mars 2025, Donald Trump a déclaré que le traité n'était pas équitable pour l'Amérique. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont obligés d'aider si le Japon est attaqué, mais le Japon n'est pas obligé d'aider si c'est l'Amérique qui est attaquée. Les responsables japonais ont répondu que le traité inclut l'accord du Japon d'accueillir plus de 30 000 soldats américains à Okinawa et des dizaines de bases militaires, et que c'est le Japon qui supporte le fardeau de cet accueil. À cause de ces déclarations, le Japon a commencé à douter que les États-Unis viendraient vraiment en aide en cas d'urgence liée à un conflit à Taïwan. C'est pourquoi le Japon a augmenté son budget militaire. Et le Japon a eu encore plus peur au début de 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est là qu'ils ont réalisé que l'ère des grandes guerres n'était pas terminée. À l'époque, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré « L'Ukraine aujourd'hui pourrait être l'Asie de l'Est demain ». D'après les sondages, environ 90% du public japonais pense qu'il est nécessaire de renforcer leur armée pour être prêt en cas d'attaque de la Chine contre Taïwan. En février 2025, il a envoyé, et cela avant même la déclaration principale de Takaichi le 7 novembre 2025 qui a dit que cela pourrait déclencher la participation du Japon à la guerre. Et une invasion ou un blocus de Taïwan. Maintenant, quel est le plan du Japon avec leur budget de défense plus important ? Ils vont acheter des armes de frappe à longue portée, comme les missiles de croisière Tomahawk fabriqués par les États-Unis. Préoccupation concernant les missiles chinois selon l'évaluation du Pentagone en 2024. La Chine possède de nombreux missiles capables d'atteindre les îles japonaises. Plan du Japon selon l'annonce de 2025, le Japon va acheter 400 missiles de croisière Tomahawk. Leur portée va jusqu'à 2400 km. Ils peuvent être installés sur les destroyers et les sous-marins japonais. Pour la première fois, le Japon pourra frapper des cibles en Chine ou en Corée du Nord continentale. Ce n'est plus uniquement défensif. Auparavant, il était tabou au Japon que les forces d'autodéfense éteignent des missiles d'attaque longue portée. Donc, pour que les armes ne paraissent pas offensives, le Japon appelle ces missiles une capacité de contre-attaque. Ils disent qu'ils ne les utiliseront pas pour une attaque préventive, mais seulement après avoir été attaqués eux-mêmes. En novembre 2025, un destroyer japonais est arrivé en Californie pour récupérer le premier lot de missiles Tomahawk qu'ils avaient recommandés. Beaucoup d'autres suivront. En plus des Tomahawk, Mitsubishi Heavy Industries et sa filiale Mitsubishi Heavy Industries travaillent également sur d'autres armes dans le cadre du partenariat d'armement de Mitsubishi Heavy Industries. Le missile type 12 a été fabriqué directement au Japon. Sa portée est d'environ 1000 km. En 2010, le Japon ne possédait que 16 sous-marins. Aujourd'hui, en 2025, ils en ont 24. Leur nouveau sous-marin s'appelle la classe Taigei, ou classe TAG, qui a été introduite en mars 2022. Leur surnom ici est les ninjas de la mer, parce qu'ils sont extrêmement silencieux en mer, excellents en reconnaissance, capables de lancer des torpilles et de déployer des mines marines secrètement. Dans leur flotte actuelle, il y a 5 sous-marins de la classe TAG, 5 sous-marins de la classe Soryu, et 2 autres sous-marins de la classe TAG seront opérationnels avant 2027. En cas de conflit à Taïwan, les 7 sous-marins les plus silencieux seront déployés par le Japon dans les îles du Sud-Ouest. Leur mission là-bas est de rechercher et de combattre les sous-marins chinois, défendre les îles du sud-ouest du Japon. Et si jamais il faut lancer des missiles de contre-attaque, le Japon ne s'arrête pas non plus à la puissance aérienne. Leur plan est d'en acheter 147. 35 avions de chasse, ce qui fera du Japon le deuxième plus grand opérateur de F-35 au monde, juste après les États-Unis.
Il est aussi possible qu'ils se renseignent auprès des États-Unis pour des sous-marins nucléaires comme ceux donnés à la Corée du Sud et à l'Australie. Mais ce n'est pas encore confirmé comme achat final. Quoi qu'il en soit, les avions F-35 du Japon peuvent être équipés de missiles de croisière à longue portée. Ils sont capables de frapper à l'intérieur de la Chine continentale, si nécessaire. Dans leur commande, il y en a 100, 505 modèles conventionnels, F-35 et 42 modèles F-35B. Le F-35B peut décoller même avec une piste courte, et il peut aussi atterrir verticalement. C'est le modèle qui sera utilisé sur les porte-avions du Japon. Le Japon possède 2 porte-hélicoptères, Izumo et Kaga. À l'origine, il ne transportait que des hélicoptères. Mais maintenant, il les modernise pour pouvoir lancer des avions F-35B jusqu'à 12 avions par porte-avions en même temps. Quand cela sera terminé en 2027, ce sera la première fois que le Japon aura à nouveau des avions embarqués sur porte-avions depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur l'île de Kyushu, le Japon va également installer des missiles, type 12 d'ici le printemps 2026. Leur portée est d'environ 1000 km/s. Ainsi, les îles du sud-ouest du Japon, Taïwan et les eaux proches seront couvertes par les missiles si le conflit s'aggrave. Sur l'île de Yonaguni, qui n'est qu'à 110 km de Taïwan, le Japon a déjà installé un radar et une unité de guerre électronique en 2025 pour brouiller les communications ennemies et les systèmes de guidage en cas d'attaque du côté de Taïwan. Il prévoit aussi de déployer des missiles solaires à Yonaguni pour intercepter les drones et avions chinois. Le Japon met également en place une brigade de déploiement rapide amphibie basée à Kyushu et calquée sur les Marines américains. Leur mission, en cas de guerre, sera de reprendre les îles japonaises si jamais la Chine venait à les occuper. Ce n'est pas encore le cas. Il existe un plan, mais il est possible que le Japon construise ses propres armes nucléaires à l'avenir s'ils estiment en avoir besoin pour la dissuasion. Ils sont capables de fabriquer une arme nucléaire en moins d'1 an s'ils le souhaitent et s'y préparent, quoi qu'il en soit. Jusqu'à présent, le Japon ne fabrique pas ses propres armes nucléaires parce que c'est un sujet tabou pour eux, les États-Unis s'y opposent et ils sont protégés par le parapluie nucléaire américain selon l'accord de sécurité Japon-États-Unis. Mais si le soutien des États-Unis change, surtout en ce qui concerne les garanties de sécurité, le Japon fabriquera rapidement ses propres armes nucléaires en moins d'1 an. Leur raison, c'est d'avoir une capacité de dissuasion contre la Chine et la Corée du Nord, et éventuellement aussi contre la Russie si nécessaire. Le Japon apprend de la situation en Ukraine. Le président ukrainien a abandonné leurs armes nucléaires en échange d'une assurance de sécurité, mais moins de 30 ans plus tard, ils ont été envahis par la Russie. Donc, pour le Japon, il faut que cela change et c'est nécessaire. En cas de conflit à Taïwan, le Japon a 4 réponses possibles. Premièrement, seulement la défense, la surveillance, la défense antimissile et l'évacuation des citoyens si nécessaire. Ils peuvent choisir de ne pas participer à la guerre, mais cela nuirait à leurs relations avec les États-Unis. Deuxièmement, aider les bases américaines, fournir l'accès aux carburants et aux munitions, permettre l'utilisation des ports et des bases aériennes du Japon et surveiller les routes commerciales maritimes. Ils n'attaqueront pas le Japon. Mais la Chine pourrait considérer qu'ils sont alliés aux États-Unis. Donc la Chine pourrait quand même riposter contre le Japon. Troisièmement, invoquer la défense collective, intercepter les avions, drones, sous-marins et navires chinois qui pourraient attaquer les îles japonaises, en particulier la chaîne des Ryukyu. Mais ils n'iront pas sur le champ de bataille à Taïwan. Ils aideront à escorter les navires de guerre américains, au point d'étranglement de Taïwan, comme le détroit de Miyako au nord et le canal de Bashi au sud. Quatrièmement, lors de combats intenses à Taïwan, ils lanceront des missiles de croisière longue portés contre des cibles sur le continent chinois. S'ils font cela, le Japon sera officiellement impliqué dans la guerre et il est possible que la Chine riposte complètement. Mais quelle que soit la décision du Japon, ils ont actuellement des problèmes internes dans leur pays. Selon les estimations de 2025, le Japon a une dette nationale d'environ 237% par rapport à son PIB. C'est plus élevé qu'aux États-Unis, où le ratio est environ moitié moindre qu'au Japon. Un nouvel emprunt pour l'armée serait impopulaire. Donc leur autre option serait d'augmenter les impôts. Mais c'est difficile politiquement car leurs impôts sont déjà élevés pour le bien-être d'une population vieillissante. Et un autre problème, c'est qu'il manque de jeunes recrues. La population masculine japonaise âgée de 18 à 26 ans est en diminution. C'est pourquoi les forces d'autodéfense en expansion manquent de main-d'œuvre. L'âge du service militaire chez les hommes au Japon, c'est là qu'ils étaient actuellement les plus nombreux. En 1994, ils ont atteint 17 millions. Mais en 2020, ce nombre est tombé à 11 millions.
et selon les projections, ils seront moins de 8 millions en 2050. Ils n'atteignent même pas la moitié de leur nombre des années 1990, parce qu'il y a peu de jeunes recrues, que les salaires dans l'armée sont bas et qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans le secteur privé, les jeunes perdent de l'intérêt à rejoindre les forces d'autodéfense. C'est pourquoi le Japon échoue à atteindre ses objectifs de recrutement chaque année depuis 2014 et ils n'ont jamais atteint leur quota depuis cette date. De plus, les forces d'autodéfense japonaises n'ont aucune expérience réelle du combat. Le dernier soldat japonais tué lors d'une fusillade remonte à 1972 et ce n'était même pas une perte officielle des forces d'autodéfense. C'était juste un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale impliqué dans une fusillade aux Philippines. Ainsi, les forces d'autodéfense japonaises n'ont jamais eu de perte mortelle en combat réel. En cas de guerre à Taïwan, Japon et Chine seraient tous deux nerveux. La Chine veut contrôler Taïwan parce que son objectif est d'unifier la Chine et de mettre fin à la honte de ses défaites passées lors des guerres. Le Japon, de son côté, craint que si la Chine prend Taïwan, cela puisse perturber le commerce et la sécurité du Japon, surtout pour ces petites îles proches de Taïwan. Le Japon et la Chine ne cherchent pas la guerre, mais ils se craignent mutuellement à cause du renforcement militaire simultané et du déploiement de missiles dans la région. Et même s'ils ne veulent pas de guerre, personne ne veut reculer quand les enjeux sont aussi élevés. Et selon la citation du samouraï japonais Miyamoto Musashi, il vaut mieux être un soldat dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Ou en tagalog, il vaut mieux être prêt à se battre même si tout est paisible autour, que d'être paisible mais soudain la guerre éclate. Malgré cela, après la guerre froide, le Japon était confiant car l'Union soviétique était tombée et ils étaient toujours protégés par les États-Unis. Ainsi, à l'époque, ils n'ont pas cherché à renforcer leur armée. Mais en 2010, les menaces autour d'eux ont soudainement augmenté. L'une des plus grandes menaces était la Corée du Nord. Ils ont non seulement testé des missiles, mais aussi fait bien pire à l'époque. Entre 1977 et 1983, de nombreux citoyens japonais ont soudainement disparu, souvent dans les zones côtières du Japon. À l'époque, le gouvernement japonais n'avait pas d'explication claire à ces disparitions, ce qui a favorisé la diffusion de nombreuses théories du complot. Certains disaient bien même que la Corée du Nord était responsable, mais la plupart des gens n'y croyaient pas. Jusqu'en 2002, Kim Jong-il a avoué au Premier ministre japonais qu'ils avaient effectivement enlevé au moins 13 citoyens japonais à l'époque, et il s'est excusé. Après cet aveu, le Japon a officiellement reconnu que 17 citoyens japonais avaient été enlevés par la Corée du Nord entre 1977 et 1983. Mais selon des enquêtes indépendantes, il est possible que le nombre réel soit de plusieurs centaines, pas seulement 17. Celui qui a ordonné le programme d'enlèvement à l'époque était Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord et le grand-père de Kim Jong-un. Kim Il-sung a dirigé pendant presque 46 ans du milieu des années 1950 jusqu'en 1994. Même s'il est mort en 1994, la Corée du Nord l'appelle toujours officiellement le président éternel.